Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bourg, bienvenue dans cette étude où on va ensemble essayer de trouver les villes en France qui sont les plus résilientes face à l'effondrement et face à tous les défis que va nous poser l'avenir. Alors je fais notamment cette vidéo suite à un sondage que j'ai publié dans lequel vous aviez été nombreux à voter pour une étude concernant les villes, puisque c'est vrai que j'ai déjà parlé de la campagne, notamment des fermes autonomes, hein. Quels sont les meilleurs départements en France pour implanter sa ferme autonome. J'ai aussi parlé de la possibilité de l'expatriation, en faisant notamment une sélection de 6 pays qui, selon moi, sont les plus pertinents pour s'expatrier et qui d'ailleurs montrent leur pertinence, hein, pour le coup, dans la crise actuelle du coronavirus, puisque j'enregistre cette vidéo fin septembre 2021. Alors pourquoi s'installer dans une petite ville pour faire face donc à cet effondrement dont je ne vais pas rappeler les causes et les conséquences ici, mais qui sont en fait une conjonction de crises énergétiques, sociales, migratoires, financières, économiques, qui font en fait baisser le niveau de vie et qui augmentent les risques de troubles civils, voire les risques de guerre. Alors face à l'effondrement, la première chose à faire, c'est évidemment se demander où est-ce que l'on veut vivre, dans quel endroit vivre, pour donner le plus de chance aux siens, puisque il est inutile évidemment de s'installer avec les siens dans un endroit qui va ne nous procurer que des handicaps, hein, qui va être quasi désertique, qui va être difficile, qui va être faible en ressources. Il vaut mieux évidemment privilégier les meilleures terres pour implanter sa famille, son clan, son peuple. Ce n'est que à cette condition-là qu'on va pouvoir vraiment aussi progresser ensemble. C'est quand on aura généré voilà, le plus de richesse possible, le plus de calories possible, grâce à la terre sur laquelle on vit. Donc aujourd'hui, je vous propose de nous focaliser sur la solution des petites villes, qui n'est pas une solution dont on entend beaucoup parler, hein. On connaît évidemment la bade rurale, on connaît la bade urbaine, mais on ne connaît pas trop en fait la solution intermédiaire qui est euh, la petite ville. Alors qu'est-ce que j'entends par petite ville? C'est entre 5000 et 15 000 habitants, hein. Alors avec une tolérance évidemment, mais en gros ma définition c'est que vous devez être capable de pouvoir scolariser vos enfants jusqu'au niveau du lycée. Donc il faut qu'il y ait un lycée général et professionnel dans la ville, mais il n'y a pas besoin d'avoir plus. Dès qu'on atteint les 15 000, 20 000, 25 000 habitants, on ne peut plus considérer ça comme une petite ville, ça passe dans une autre catégorie. Alors, le problème futur des grandes villes, je pense que ils sont tous connus de ceux qui m'écoutent, donc je ne vais pas m'y attarder, mais en gros c'est évidemment l'instabilité sociale qui va y régner, et surtout en France, au vu des fractures communautaires qui existent. Donc en fait une vie qui va simplement être impossible au quotidien, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de tranquillité de vie, vous allez constamment être obsédé par votre sécurité, par le stress des villes, vous n'aurez pas d'échappatoire, vous ne pourrez pas cultiver un jardin, vous ne pourrez peut-être pas acheter de grands terrains, donc vous allez être vraiment prisonnier de ces grandes villes et esclave, puisqu'en plus vous allez avoir votre job qui va être là-haut. Donc c'est pour ça, il vaut mieux le plus tôt possible entamer une réflexion sur votre localisation. Je ne suis pas en train de vous dire que les petites villes sont la solution ultime. Peut-être que dans votre cas, ça sera en fait une grande ville qui sera mieux, ou alors la campagne. Mais ce que je vous demande, c'est de commencer au moins votre réflexion sur votre localisation. Donc les grandes villes en France actuellement n'attirent plus. Les gens en fait n'y restent que par habitude, que parce qu'ils y ont grandi et parce qu'ils ont leur cercle d'amis, leur famille, ou alors parce qu'ils sont voilà, engagés avec un job, et en fait ils sont dépendants économiquement de ces grandes villes. Mais il y a au final très peu de gens
qui reste simplement pour l'atmosphère et pour les services qu'elle propose, notamment à l'ère d'Internet où tout est disponible en ligne. Situé à l'autre extrême du spectre, on a la vie à la campagne. Donc là, c'est l'option de la ferme autonome. Donc là, j'avais fait une vidéo spécifique pour détailler les risques en fait que comportait ce mode de vie, mais pour résumer, en fait, c'était la faible résilience économique, c'est-à-dire que vous allez être dépendant à vos cultures, mais vous ne pourrez pas aller travailler aussi facilement, parce qu'il n'y aura pas d'emploi en fait. Vous allez être dépendant à la voiture, et donc à l'énergie qui propulse votre voiture, et vous risquez donc de retrouver une condition sociale, notamment si le coût des énergies fossiles et de l'électricité augmente fortement, une condition sociale qui est proche de celle, voilà, de la Renaissance, hein. Et vous allez être en fait, encore une fois, là, prisonnier de votre terre, de vos animaux, de vos récoltes, que vous ne pourrez plus quitter. Le projet d'installation à la campagne doit être bien réfléchi, et vous devez penser à tous les aspects de résilience, notamment si jamais vous êtes dépendant à des systèmes de production autonome d'électricité, de filtration d'eau. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne pouvez plus acheter ces produits, si jamais leur prix augmente? Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous aider en cas de période difficile? Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous devez quitter votre logement toute la journée pour aller travailler à 50 km en voiture et revenir le soir auprès de votre famille en les laissant en fait tout seuls toute la journée? Voilà. Notamment en connaissance de cause des faits de délinquance et de vol qui sont de plus en plus présents dans les campagnes, puisque voilà, l'État français laisse faire tous ces vols, toutes, tous ces délits, tous ces crimes parfois, et la police est de moins en moins présente pour ce genre de faits. Donc vous êtes un peu laissé à vous-même. Donc face à ces deux choix que je vais essayer de qualifier d'extrêmes pour situer la ville un peu entre les deux, on a cette solution de compromis intermédiaire qui est la petite ville. En fait, vous allez pouvoir avoir un peu de tout. Vous allez avoir une résilience économique puisque vous allez pouvoir trouver des jobs, notamment dans des entreprises industrielles. Vous allez aussi pouvoir choisir votre mode de logement, donc soit un appartement, soit une maison, puisque souvent les petites villes, et surtout celles que je vais sélectionner dans cette étude, sont évidemment assez isolées, et donc vous pouvez avoir un prix de l'immobilier qui est abordable autour de la ville. Vous pouvez avoir des terrains qui sont assez grands, en tout cas assez grands pour pouvoir faire une partie en culture, hein, donc pour être autonome, en légumes par exemple, pourquoi pas en fruits, en œufs, en volailles. Les petites villes vraiment offrent une opportunité d'accès au foncier. On a aussi une communauté humaine qui n'est ni trop grande ni trop petite, c'est-à-dire que les gens se connaissent plus ou moins, hein, surtout si vous vivez dans cette ville pendant des décennies, vous allez finir par revoir toujours les mêmes têtes, et ça crée une sorte de solidarité de petite ville, une ambiance de petite ville, qui fait que les nouvelles vont vite, hein. Donc si un jour en France il y a des grands événements historiques qui se passent, et bien dans les petites villes ça va être beaucoup plus, comment dire, les combats vont durer moins longtemps, on va dire quoi. C'est parce que les gens vont être informés, ça va être beaucoup plus vite communautarisé, dans n'importe quel sens d'ailleurs, et ça va devenir des territoires très faciles à contrôler. Les petites villes offrent aussi une résilience du point de vue énergétique, puisque quand vous êtes à plusieurs, en tout cas quelques milliers d'habitants, vous avez assez d'argent en commun pour sécuriser votre approvisionnement en eau par exemple, pour construire des puits de forage assez profonds, pour faire des canaux, pour faire un parc photovoltaïque communal. Donc en fait c'est pour ça que moi j'aime bien la solution des petites villes, c'est que vous avez assez de pouvoir, assez de manœuvre pour faire des petits projets comme ça de résilience. Chose que vous ne pourrez pas faire quand vous êtes dans des villages qui sont purement agricoles, où il n'y a que des maisons et des paysans en fait, hein, ou alors des gens qui travaillent loin en voiture. Voilà, il n'y a pas assez en fait de gens, il n'y a pas assez d'effervescence, il n'y a pas assez de fonds pour financer et pour porter
ce genre de projet d'autonomie. Donc ça va être beaucoup plus facile de faire ça dans des petites villes. Autre argument en faveur de ces petites villes, on a l'attractivité future pour les entreprises, puisque les entreprises notamment industrielles vont chercher comme vous des lieux tranquilles pour faire leur business sans être embêtés par toutes les nuisances que l'on connaît actuellement dans les grandes villes. Donc forcément, si l'entreprise voit qu'elle a un taux de cambriolage qui est 10 fois moins élevé dans une petite ville que dans la banlieue parisienne, eh bien, elle va finir par déménager. Donc voilà un peu en préambule tous les critères qui m'amènent à penser que la petite ville, donc de quelques milliers d'habitants, est un bon choix de résilience face à l'effondrement. Et on va passer maintenant à la deuxième partie qui est la revue des critères. Donc je vais ouvrir l'Excel que j'ai préparé où j'ai listé les critères et les communes de France. Donc c'est un fichier qui m'a servi en fait à déterminer donc les villes les plus intéressantes. Donc en tout j'en ai sélectionné 19 qui voilà sont pour moi les plus prometteuses. Alors, voici donc le fichier des villages, des villes, enfin en fait des communes en France. Donc vous voyez il y a absolument toutes les communes, 34 971 environ. Voilà, à la fin on a les communes qui sont situées, je sais même pas où c'est, mais bon c'est pas grave, je les ai pas évaluées, celles-là ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est la France métropolitaine, la Corse, puisque c'est évidemment les endroits les plus résilients économiquement. Alors je vais commencer directement par le premier critère qui est la population faible. Donc en fait chaque critère est noté selon deux échelles. Il y a un niveau de pénalité qui est le niveau 2, qui veut dire en fait que j'exclus la commune parce qu'elle a dépassé la limite. Donc là par exemple, quand la commune a une population inférieure à 5000 habitants, je l'ai noté avec un 2, ce qui veut dire que je l'ai exclu de l'analyse. Quand la population est inférieure à 7000 habitants, je lui ai mis une pénalité de 1, ce qui veut dire qu'elle reste en concurrence jusqu'au prochain critère, mais qu'elle se prend quand même une pénalité de 1. Puisque voilà, en dessous, par exemple en dessous de 5000 habitants, c'est vraiment trop peu, il n'y a aucune chance qu'il y ait un lycée, ou alors c'est une petite ville qui est collée à une autre grosse ville, mais là ça ne nous intéresse pas. Et en dessous de 7000 habitants, voilà, ça reste pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de marge, on va dire. Donc, au-dessus de 7000, c'est bien. Donc, quand j'applique le filtre et j'enlève les communes de moins de 5000 habitants, il nous reste, là vous voyez pas parce que c'est en dessous, mais il nous reste 2173 communes sur 34 969. Ensuite, critère de la population trop forte. Donc là, si jamais il y a plus de 20 000 habitants, j'ai exclu la ville. Et si jamais il y a plus de 15 000 habitants, je lui ai mis une pénalité de 1. Donc ça permet d'exclure, alors je dirais pas qu'au-dessus de 20 000 habitants c'est une grosse ville, mais c'est trop peuplé pour nous intéresser ici en tant que petite ville où à terme les gens peuvent former une sorte de communauté locale. Donc là, pareil, j'enlève les villes de plus de 20 000 habitants. Et il nous reste 1704 communes. Ensuite, j'ai le critère des revenus. Donc, j'ai pris là le niveau médian, enfin le revenu médian de la commune. Et je vais enlever les communes qui sont les plus pauvres, qui sont en fait situées dans le 25%, dans les 25% des communes les plus pauvres en France, puisque évidemment ce qui nous intéresse c'est d'avoir assez de flux financiers, assez d'argent, assez d'opportunités d'emploi pour avoir une résilience. On va pas se mettre dans une commune qui est désertée par les entreprises, où il n'y a que des industries polluantes qui ne payent pas, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est pour ça que je vais enlever les communes qui sont dans le quart
les moins riches. Et il nous reste 1353 communes. Ensuite, je vais enlever les communes qui ont une superficie inférieure à 10 km². Et je vais mettre une pénalité à celles qui ont une superficie inférieure à 20 km². Alors là, c'est un peu un critère, comment dire, c'est un peu un délire collapsologue, hein, c'est-à-dire que voilà, on se dit que si la commune a assez d'espace pour faire ses projets, pour avoir une autonomie alimentaire, eh bien c'est évidemment mieux. Et pour ça, il faut de l'espace, hein. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de communes en France qui étaient très petites, même à la campagne, qui sont vraiment complètement enfermées dans leurs limites administratives. Alors certes, il y a les communautés de communes, ce qui fait que ça étend le territoire, mais l'action du maire est quand même limitée. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez dans la communauté de communes, c'est soumis à approbation. Alors que quand vous avez un grand territoire qui est à vous, eh bien le maire peut décider comme ça de réserver des emplacements pour faire tel projet, d'inciter tel projet, je sais pas moi, de panneaux photovoltaïques, de là mettre des cultures en maraîchage, de là mettre des élevages. Vous voyez, il peut vraiment organiser son PLU un peu comme il veut. Il y a une vraie liberté d'action. Et pour ça, évidemment, il faut de la place. Et quand vous avez moins de 10 km², c'est quand même pas très pratique. Donc je vais enlever ces communes-là. Et il me reste 964 communes. Le pourcentage d'emplois productifs. Alors là, en fait, j'ai été collecter le nombre d'emplois par commune qui sont placés dans la catégorie des emplois, on va dire, industriels. En fait, le nombre de personnes qui sont employées dans des usines de différentes natures, hein, mais vraiment les vrais emplois qui produisent des choses. Hein. J'ai pas compris dedans toutes les administrations, les services financiers, les magasins, ça j'ai exclu. Et en fait, j'ai pris ce nombre d'emplois total industriel et je fais un pourcentage par rapport à la population totale de la commune. Donc 10% par exemple, ça veut dire que si la ville a 100 habitants, le village a 100 habitants, ben ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui sont employées dans une usine, dans une industrie qui produit vraiment de la valeur. Ce qui fait que ça crée une sorte de, comment dire, de rentrée d'argent qui est réelle, hein, qui n'est pas simplement une consommation. Il y a une vraie création de valeur. Voilà. Donc toutes les communes qui avaient moins de 10% d'emplois productifs, que je qualifie de productifs, je les ai exclus. Et donc là, voilà, ça enlève les 2 tiers même des communes, il nous reste 327 communes. Vous voyez, sur 34 969. Hein. Et c'est des critères, là, tous les critères que je vous cite, c'est des critères totalement publics que vous pouvez trouver sur le site de l'INSEE. C'est pas du tout des chiffres ou des critères sortis de complotisme.biz, quoi. Hein. C'est vraiment tout le monde y a accès et c'est des critères très sages. Alors ensuite, il y a la question nucléaire. Alors au départ, j'avais voulu exclure les communes qui étaient trop proches des centrales nucléaires, mais en fait, je me suis rendu compte que le risque en France est quasiment partout présent. Il n'y a pas vraiment d'endroit totalement à l'abri. Donc en fait, je me suis contenté de mettre une pénalité de 1, donc ça veut dire pas exclu, aux communes qui étaient situées dans des départements qui étaient dans un rayon, dans le même rayon que ce qui a été contaminé après Fukushima. Donc en gros, c'est-à-dire que si jamais un Fukushima arrivait en France, eh bien vous auriez voilà, par exemple les 10 départements autour qui seraient contaminés, et donc j'ai mis une pénalité de 1 à ces 10 départements. Ensuite, le critère du risque de conflit communautaire à cause d'une trop forte hétérogénéité. Donc en fait là, ça veut dire qu'il y a trop de personnes d'origine différente et cela va créer des troubles, notamment des fractures, voire des guerres locales, hein, en cas de radicalisation, en cas d'évolution du climat social,
vers un climat conflictuel. Donc j'ai mis en fait une pénalité de 1 aux communes qui avaient plus de 10% de taux d'immigration, et j'ai exclu les communes qui avaient plus de 15% de taux d'immigration. Donc là j'enlève les communes exclues, et il me reste 312 communes. Alors là c'est un critère que je n'ai pas évalué, parce qu'en fait il n'y avait pas besoin vraiment, c'était trop précis, mais ça sera à faire, hein, le risque environnemental, notamment le risque de sécheresse. Là il y aura aussi une analyse à faire par rapport aux articles de presse de la commune, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en termes de crimes, de délits. Donc là c'est une recherche simplement à faire sur Google. J'ai mis une pénalité au département qui avait plus de un taux de cambriolage de plus de 5 pour 1000 pour la période 2018-2020. Alors je n'ai pas exclu les départements, mais j'ai simplement mis une pénalité. Même chose pour les vols avec armes, quand ils sont supérieurs à 8 pour 1000. Ensuite là, j'ai le critère de la cohérence territoriale, c'est-à-dire que dans la liste, il y a des villes qui en fait sont collées à des grandes villes, qui sont en banlieue, et donc je les ai évidemment exclus. Il y a aussi des villes qui sont très étalées, vous voyez, qui sont un peu bizarrement organisées, et qui sont pas très cohérentes, hein, d'un point de vue urbanisme, organisation, donc je les ai aussi virées, ce qui fait que il nous reste 213 communes sur 34 969 au total. J'ai enlevé ensuite les communes qui avaient un risque de submersion à cause de l'océan trop élevé, donc en fait qui sont situées à quelques kilomètres de la côte. Alors là ça pourrait être un choix personnel, mais bon, dans mon étude à moi, je les ai enlevés. Ensuite j'ai été chercher le taux de dette par habitant, enfin plutôt le niveau de dette par habitant, et j'ai exclu les villes qui avaient plus de 1500 € de dette par habitant, et j'ai mis une pénalité de 1 aux communes qui avaient plus de 1000 € par habitant. Donc il me reste 189 communes. J'ai ensuite exclu les communes qui avaient perdu plus de 7%, plus de 10% de leur population entre 2013 et 2018, hein, puisqu'une baisse de population de ce niveau-là traduit toujours un malaise local. Donc là, il n'y a aucune ville, aucune commune qui est enlevée. Il y aura une analyse à faire sur les sites Céveso. Les bases militaires aussi, ça j'ai pas évalué. La qualité de l'eau potable, ça serait aussi à faire. Alors là, j'ai enlevé en fait les villes qui n'avaient pas de lycée. Alors je vais revenir rapidement en fait sur les cases vides ici, parce que là vous voyez pas, mais il y a un sous-total en fait qui a été fait dans une colonne à gauche que je vais vous montrer après, et j'avais enlevé les communes qui avaient plus de 3 points de pénalité au total, même si elles n'avaient que des 1 et aucun 2. Ce qui fait que j'ai pas dû évaluer toute la shortlist de villes, c'est pour ça qu'il y a des cases vides ici. Mais ça ne change rien à l'analyse, puisqu'en fait ces villes-là, par exemple cette ville-là où il n'y a rien, si jamais je fais le total des pénalités qui est là, c'est quoi, c'est 5% sur Sioule, elle a 1, 2, 3, voilà, elle avait déjà 3 points de pénalité, donc c'était pas intéressant. Donc je n'ai même pas évalué la présence de lycée ou pas. Donc j'enlève les villes qui n'ont pas de lycée. En fait, c'était celle que j'avais évaluée avec un 0. Et donc il me reste les 19 communes. Alors quelles sont ces 19 communes? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec la carte. Donc nous allons survoler sur Google Maps les villes, les 19 communes en tout cas que j'ai sélectionnées.
Alors ça va pas être une analyse très poussée, hein, je vais simplement vous les situer sur la carte. Il faudrait évidemment, dans l'idéal, que je me déplace sur place pour vraiment évaluer précisément la ville, ce qui n'est au jour d'aujourd'hui pas logistiquement possible. Mais voilà, pour compléter l'étude, il faudrait évidemment pousser l'analyse, hein. Et d'ailleurs, je vous encourage à faire votre propre analyse, à utiliser vos propres critères, qui seront évidemment personnalisés. Là, il y a des critères que j'ai utilisés qui ne sont pas forcément intéressants pour vous, hein. C'est à adapter en fonction de votre situation, de vos capacités professionnelles, de vos origines, de plein d'autres critères. Donc j'ai simplement en fait situé les communes sur Google Maps. Et là vous voyez la vue d'ensemble en France. Donc en vert c'est les communes que j'estime les plus intéressantes et en rouge c'est celles qui ont reçu la pire note dans mon classement. Donc déjà ce qui saute aux yeux c'est que les villes en vert en fait sont situées massivement dans l'ouest, hein, au niveau de la Bretagne et de la Vendée, un peu à l'est, et ensuite il y a deux villes comme ça qui sont un peu perdues au milieu de la France. Donc voilà, c'est assez drôle de constater qu'en fait plus on s'éloigne du centre de la France, de Paris, et plus les villes sont intéressantes, quoi. Plus on est vers une façade en fait, vers une interface, et plus les villes sont intéressantes. Alors, je vais commencer par la gauche, par la Bretagne, par l'ouest. Donc j'ai la petite ville de comment elle s'appelle celle-là? Carhaix-Louguer. Désolé si je prononce mal. Donc vous voyez, c'est ça que j'entends par petite ville, hein. Vous avez un centre-ville ancien, vous avez des développements urbains qui se sont faits sûrement dans les années 60 à base de pavillons, vous avez des petites zones industrielles, vous avez une cohérence territoriale, hein, là on voit que c'est une belle organisation, vous avez un petit fleuve, une rivière qui coule, hein, et vous êtes entouré comme ça, si on dézoome un peu, vous avez comme ça des cultures, hein, des champs, des élevages qui produisent une autonomie alimentaire. Donc ça offre vraiment des possibilités multiples de résilience, hein. Vous pouvez être en appartement en ville si vous travaillez dans une usine, vous pouvez être dans une grande maison avec un grand terrain en périphérie. Là, vous avez vraiment le choix pour votre stratégie. Et on voit que autour, hein, des kilomètres à la ronde, il n'y a pas du tout d'influence d'une grande ville comme ça qui va exporter toutes ces nuisances. Donc là on est en Bretagne, donc il n'y a que des nationales, mais c'est quand même des villes, voilà, qui sont reliées aux infrastructures, hein. Et donc là, si je vérifie par exemple, si je recherche un lycée, là j'ai quoi? J'ai le lycée d'Iwan. Ah d'ailleurs c'est situé juste à côté du festival des Vieilles Charrues et d'un EHPAD, vous voyez, c'est une concentration un peu étrange quoi, mais bon, c'est des petites villes comme ça qui sont intéressantes. Ensuite en Bretagne, j'ai aussi, alors je ferai un résumé à la fin des villes que j'ai sélectionnées, enfin une liste. J'ai Quimperlé, donc là qui est situé au nord-ouest de Lorient. Donc là pareil, on a un centre-ville ancien, des petits pavillons, une rivière, une zone industrielle et commerciale. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour vivre, hein. Vous n'avez pas besoin de plus. Il y a un lycée sûrement, bah, si la ville est sélectionnée, c'est qu'il y avait un lycée. Vous avez là, vous voyez par exemple le groupe Bigard, donc c'est un abattoir sûrement de très grande taille. Donc c'est bien aussi pour les métiers résilients, alors pas forcément agréables, hein, mais en tout cas résilients, et pour l'autonomie alimentaire. Et pareil, vous avez largement la place de faire des cultures, hein, autour. Troisième ville en Bretagne,
j'ai c'est un peu caché par la maison, mais c'est l'Oudéa qui me semble. Voilà, donc là c'est encore une fois la même configuration. En fait, toutes les villes que j'ai sélectionnées sont sur ce même type de configuration, hein. Centre-ville ancien, pavillon, zone industrielle, nationale, ouais, il y a tout ce qu'il vous faut vraiment pour vivre. Il n'y a pas de grands fleuves ici, enfin de grandes rivières apparemment, c'est que des petits ruisseaux. Mais parfois ça suffit, hein, puisqu'il suffit que la nappe soit pas très profonde et en fait vous avez l'eau qui est simplement dans le sol, hein, et qu'il y a juste à extraire, mais ça c'est pas un problème quand vous avez une petite ville qui peut se payer les infrastructures. Prochaine ville donc encore en Bretagne, cette fois-ci située à l'ouest de Rennes, Montauban de Bretagne. Voilà, pareil, même configuration, rien de spécial. Alors vous avez des grandes forêts parfois aussi, hein, qui sont évidemment intéressantes pour la résilience en bois de chauffage, en bois de construction. C'est toujours bien quand la commune peut avoir... En fait, la commune a le pouvoir de bloquer des zones en zone agricole, en zone naturelle. Elle a le pouvoir de les protéger. Alors là, je sais pas si cette forêt-là est située dans la commune, faudrait vérifier, mais au moins elle a le choix, quoi. C'est très important de pouvoir préserver des espaces comme ça qui peuvent être utilisés dans le futur. D'ailleurs, pour les plus collapsologues d'entre vous, on peut aussi imaginer un peu ce monde où il y aurait beaucoup moins de lois étatiques, fédérales, hein, et où tout se concentre à un niveau local, presque à un niveau de fief, hein, à un niveau du Moyen-Âge. Donc là, évidemment, la commune où vous êtes aura un impact énorme, parce que ça conditionnerait votre richesse, l'armée locale qui vous défendra, etc. Donc c'est pour ça que la micro-localisation est très importante. Autre ville en Bretagne, c'est Lamballe, qui est située à l'est de Saint-Brieuc. Donc la même configuration comme d'habitude. C'est typiquement voilà le genre d'endroit qui peut attirer des entreprises qui veulent être tranquilles, qui veulent avoir un coût du foncier pas très élevé, qui veulent avoir assez d'attractivité autour pour attirer des salariés, hein. Moi, si j'étais une entreprise, je m'implanterais volontiers dans ce genre de ville, hein, pour peu qu'il n'y ait pas besoin de main-d'œuvre ultra spécialisée, puisque je sais qu'il y aura des terrains pas trop chers, et je sais qu'il y aura une bonne ambiance, donc c'est ça qu'on veut. Ensuite, à l'est de Rennes, j'ai la petite ville de Vitré. Voilà, pareil, même configuration. Rien de spécial, hein. Alors c'est toujours bien quand vous voyez... en fait c'est assez rapide, hein, de déterminer si une ville est résiliente ou pas, hein. Vous voyez là, il y a par exemple... C'est quoi, c'est un lac ou c'est une forêt? Non, c'est un étang. Vous avez un étang, vous avez différents comment dire, types d'occupation du sol, hein, vous voyez. Il y a des espaces plutôt verts, il y a des espaces de céréales, il y a sûrement quand il y a des prés, il y a des forêts, il y a des étangs. C'est bien quand il y a une diversité comme ça d'espaces naturels. Et juste à côté, il y a même, on dirait que c'est une carrière, ça. Voilà. C'est aussi bien quand le sol peut être évidemment utilisé pour construire les bâtiments, pour créer de l'activité économique. Prochaine ville, alors là on change de département, on est dans la Mayenne. Donc on a la ville qui s'appelle Mayenne, qui est située en Mayenne, et qui a la rivière Mayenne qui coule. Voilà, donc même configuration.
Rien de spécial à ajouter. Et un peu plus bas, toujours ouais, à l'est, au nord-est de Laval, on a la ville de Évron, qui peut être intéressante aussi. Alors parfois ces villes ont des gares, hein, comme ici. Alors les gares c'est à double tranchant, ça peut être bien pour évidemment vous offrir une mobilité, mais en fait c'est pas forcément idéal. Moi, dans la situation en France à l'heure actuelle, j'ai plutôt tendance à déconseiller tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est gare ferroviaire, tout ce qui est arrêt de métro, puisque ce sont par les transports en commun que va venir la délinquance aussi. Donc quand vous êtes isolé dans une ville, dans un village qui est accessible seulement en voiture, où seuls les gens qui ont assez de revenus pour se payer une voiture peuvent accéder, ça fait déjà un tri par la distance. C'est aussi pour ça que les petites villes sont intéressantes, c'est parce que souvent elles n'ont pas de réseau de bus, elles n'ont pas, ou alors une petite navette de rien du tout, quoi, hein. Mais tout doit se faire à pied, à vélo ou en voiture. Donc ça empêche comme ça les grands déplacements. Et c'est aussi pour ça, hein, que la localisation évidemment est un sujet que vous devez réfléchir, c'est parce qu'il faut vous protéger par la distance, par l'espace, hein. On a la chance d'être en France où il y a des possibilités d'espace, qui est un pays quand même assez vaste, où il y a une vraie campagne, où il y a des vrais espaces urbains, il y a vraiment le choix dans le type d'espace où on veut être. Donc il faut utiliser cet espace énorme, puisque quand les villes sont situées à 10, 20, 30 km des grands centres urbains, eh bien vous allez subir beaucoup moins les nuisances, notamment les cambriolages. Toutes les études montrent que la majorité des cambriolages se font à quelques kilomètres autour des domiciles des cambrioleurs, puisque c'est des larcins d'opportunistes, hein, de junkies, qui sont pas organisés, et donc les mecs sont feignants, ou alors ils n'ont pas de, comment dire, de véhicules comme ça, de fourgons pour aller se déplacer partout. Alors il y a aussi des vols de campagne qui se font, mais la majorité des vols se font autour des domiciles en fait, des personnes. Donc c'est pour ça, il faut utiliser l'espace comme, comme atout. Voilà, donc j'en ai fini pour les petites communes en Bretagne. On va aller un peu plus au sud, au nord-est de Nantes, où j'ai sélectionné la ville de Ancenis, située au bord de la Loire. Alors là, on a une très belle configuration. On a un centre ancien situé à côté d'un grand fleuve, donc là vous avez votre approvisionnement en eau qui est totalement sécurisé. Vous avez une partie voilà, pavillon, et une partie industrielle qui est très proche. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans cette ville-là, qui sont concentrées, qui sont bien organisées, c'est que vous pouvez tout faire à pied ou en vélo. Il n'y a même pas besoin d'avoir de voiture, quoi. C'est super intéressant. Et en plus, vous avez l'autoroute qui est juste au-dessus. Voilà, ça c'est vraiment une ville à potentiel. Vous pouvez même envoyer vos enfants en études supérieures à Nantes, qui est pas très loin, ou à Angers. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de petite ville-là qui est souvent aussi située pas très loin de grands centres, mais assez loin pour en être préservé des nuisances, quoi. C'est là qu'il y a des situations intéressantes. Si je descends un peu, là je vais en Vendée, il me semble. Alors j'ai sélectionné plusieurs villes autour de La Roche-sur-Yon. On a les Herbiers, voilà, même configuration. Là on voit qu'il y a des grands centres industriels et logistiques, beaucoup d'emplois à la clé. Voilà, ce qui assure évidemment une richesse économique pour la commune, hein. Donc vous imaginez quand vous êtes comme ça, un peu perdu dans la pampa, et en plus vous avez la chance d'avoir beaucoup d'usines et de bâtiments industriels et logistiques, ça attire les entreprises de plus en plus parce qu'il y a aussi un phénomène de concentration, et vous avez vraiment tout pour réussir, quoi. Et pensez que si une entreprise part, qu'elle délocalise, eh bien quand elle a construit un bâtiment et qu'elle s'en va, eh bien ce bâtiment est à vendre
et ça va pas être transformé en centre d'accueil pour je sais pas quoi. Ça va être réutilisé par une nouvelle entreprise. Donc, les emplois vont être recréés. Parce que les bâtiments, c'est très cher à construire, hein. Il y a des normes à respecter, etc. Donc c'est toujours revendu et réutilisé. Et c'est pas que pour faire des magasins. Vous avez des usines, je sais pas moi, Peugeot par exemple, qui utilisent des bâtiments qui ont 100 ans. Donc quand l'entreprise s'est implantée, qu'elle a fait l'effort de construire un bâtiment, eh bien même si elle s'en va, ça sera revendu et une autre usine viendra. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le bâti, d'avoir les zones industrielles qui sont bien définies, qui sont propres. Là on voit que c'est des maires qui ont fait vraiment leur travail très bien, quoi. Vous avez une belle zone industrielle, séparée de la zone de population. Vous avez un accès facile, avec des routes bien faites là. Ça c'est ça qui attire les entreprises. Alors ensuite, autre ville en Vendée. C'est quoi? C'est Pouzoug, il me semble. Voilà, alors là on voit moins le centre-ville ancien, mais c'est quand même très proche les uns des autres, hein. Je sais pas si on voit l'échelle sur la carte, mais je pourrais essayer de faire une mesure. Par exemple, si je prends l'usine qui est là, si vous habitez à l'autre côté, vous avez que 2,26 km à vol d'oiseau, quoi. Vous voyez, donc c'est quoi? C'est une demi-heure de marche. C'est très facile à rejoindre en vélo, hein. Vous voyez, les distances sont totalement acceptables. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, pas très loin non plus de La Roche-sur-Yon, on a, il me semble que c'est Chantonnay. Voilà, une configuration assez similaire. Voilà, en plus vous avez des industries qui sont alimentaires, c'est très bien ça. Fleury-Michon, voilà. Voilà, un deuxième site Fleury-Michon. Vous n'allez pas manquer de jambon. Et je crois que c'est tout pour cette partie. Voilà, on a aussi au nord ouest de Niort, on a Fontenay-le-Comte. Pareil, là, on voit que le taf a été bien fait par la municipalité. Le centre ancien, des petites maisons autour, une zone industrielle comme ça qui est bien organisée, qui est facile à comprendre. En fait, plus il y a d'entreprises dans un endroit, et plus ça attire les autres, puisque elles peuvent surtout recruter les gens des autres entreprises. En plus, ça fait des services en commun, hein. Par exemple, pour faire la maintenance, plus il y a d'entreprises dans un endroit, et plus une entreprise de maintenance ou de machine va vouloir installer une succursale, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir une concentration comme ça, des parcs d'activités. Donc je pense que voilà, j'en ai fini pour la partie ouest de la France. Ensuite, on va passer à la partie est, extrême est, où on a 3 villes là qui sont ressorties dans le classement. On a Erstein. Voilà, donc là on a une zone qui est située à quelques kilomètres de la ville, mais qui reste tout à fait accessible. Pareil, petite ville avec un centre ancien, des forêts, un canal juste à côté. Donc tout ça c'est très très bien. On a Aubernais, voilà, une usine Cronenbourg. Que demande le peuple? On a Molsheim, centre ancien, petite rivière, pavillon, grande zone industrielle. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus indépendant. J'étais à la limite de l'enlever par rapport à la cohérence territoriale. Et bon voilà, j'ai pas non plus fait une étude de plusieurs heures par ville. L'idée c'est d'avoir un dégrossissement, hein, surtout. Alors je m'aperçois que le cadre n'est pas bien mis par rapport à la capture. Hop là.
désolé. Et ensuite j'ai deux villes qui sont un peu perdues au milieu de la France. On a Issoudun, entre Châteauroux et Bourges. Voilà, donc là on voit tout de suite la présence de grandes cultures céréalières, hein. Mais on a quand même cette petite ville qui est au milieu comme ça, avec un peu de verdure, des industries. Là c'est quoi aussi? On dirait qu'il y a un parc solaire. Vous voyez? C'est ça qui est bien quand vous avez une petite ville. Vous pouvez comme ça, le maire peut dire ici on va faire un parc. Enfin, c'est pas lui qui l'a investi forcément, mais en tout cas il peut réserver une zone pour ça. Ce qui attire évidemment les investisseurs de parcs. Par contre au niveau centrale nucléaire, là c'est pas l'idéal, hein. Il y en a beaucoup autour. Et ensuite j'ai vu qu'il nous restait, c'est où, Figeac, voilà, qui est ressorti dans le classement. Donc c'est la ville la plus au sud que j'ai, hein. Voilà, pareil, rien de spécial, hein. Une rivière, des forêts, des cultures, des petites zones industrielles. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Sûrement aussi de la bonne nourriture. Voilà. Alors, donc je reviens à la vue nationale. Et je pense que j'ai rien oublié. Donc il y avait 19 villes. Ah pardon, j'en ai oublié une là. C'est Héricourt, situé au-dessus de Montbéliard. Voilà, environnement assez forestier, hein. Grande route juste à côté. Grand centre industriel, pas très loin, à Sochaux. Voilà, alors je vais réouvrir le classement pour qu'on voit les villes sélectionnées. Et je vais montrer les notes aussi que j'y avais par ville. Donc là par exemple, si on prend Lamballe Armor, en tout la ville n'a eu que 2 points de pénalité, ce qui est faible, hein. Et elle n'a eu aucune note éliminatoire. Donc pour avoir résisté à mon classement et n'avoir récolté que 2 points de pénalité, c'est quand même très fort, hein. Si on regarde le détail, par exemple, elle a eu 1 point parce qu'elle a eu plus de 15 000 habitants, mais toujours moins de 20 000, donc c'est pas un gros problème à la rigueur. Et elle a eu 1 point aussi de pénalité parce que elle avait une dette au-dessus de 1000 euros. Vous voyez, mais c'est bon, il y a des critères parfois qui restent surmontables, hein. Mais bon, je suis quand même obligé de faire un tri, sinon on se retrouve avec 150 villes, donc c'est trop. Donc en tout, voilà, vous pouvez regarder si vous voulez la notation en même temps, hein. Donc les 19 villes que j'ai sélectionnées sont Lamballe Armor dans le 22, Loudéac dans le 22, Carhaix Plouguer dans le 29, Quimperlé dans le 29, Montauban en Bretagne dans le 35, Vitré dans le 35, Issoudun dans le 36, Ancenis-Saint-Géréon dans le 44, Figeac dans le 46, Évron dans le 53, Mayenne dans le 53, Erstein, Molsheim, Obernai dans le 67, Héricourt dans le 70, Chantonnay dans le 85, Fontenay-le-Comte dans le 85, Les Herbiers dans le 85, Pouzogue dans le 85, et voilà. Et voilà, ce sont donc les 19 villes que j'ai sélectionnées en France. Et je vous propose maintenant, simplement pour la curiosité, de nous pencher sur les villes qui ont reçu les pires notations. Donc je vais enlever les filtres du tableau pour retourner à la liste initiale. Et donc je vais garder les villes qui ont plus de 5000 habitants, bien évidemment pour que la comparaison soit juste. Et je vais aussi enlever les villes de plus de 20 000 habitants.
Voilà, donc il nous reste toutes les villes entre 5000 et 20 000 habitants en France. De ces 1704 communes, j'en ai sélectionné 19 comme étant les plus intéressantes, ou en tout cas qui avaient la notation la plus la meilleure. Et là, je vais chercher celles qui ont les pires notations. D'abord, je vais enlever celles qui n'ont reçu aucune note éliminatoire. Et je vais ensuite enlever par palier comme ça les villes, enfin les notations totales. Alors je sais déjà que je peux en enlever jusqu'à 8. Pareil, il m'en reste quand même 239. Donc je vais enlever aussi les 9 et les 10. Il m'en reste 75. Je vais enlever les non trouvés. Il m'en reste 25. Et là, je vais enlever les 3, celles qui ont 3 ou moins notes éliminatoires. Et il me reste 15. Voilà. Donc c'est les 15 villes que j'ai pointées ici sur la carte, que vous voyez. Donc sans surprise, beaucoup en région parisienne, beaucoup en région lyonnaise, hein, et quelques-unes comme ça dans le nord-est, à la frontière. Alors je vais pas les passer en détail chacune, mais je vais simplement les citer. Vous avez, en termes de pires villes, de pires petites villes en France, vous avez le péage de Roussillon dans le 38, Pont de Chéruy dans le 38, la Tour du Pin dans le 38, Rive de Gier dans le 42, Vitry-le-François dans le 51, Bérennes-les-Forbas dans le 57, Faré, Berswiller dans le 57, Stiring-Wendel dans le 57, Uckange dans le 57, Louvroil dans le 59, Villiers-Saint-Paul dans le 60, Épinay-sous-Sénart dans le 91, Fleury-Mérogis dans le 91, Le Bourget dans le 93, Bonneuil-sur-Marne dans le 94. Donc quand on regarde très rapidement les critères, on voit que voilà, elles avaient toutes des revenus inférieurs aux 25% des communes en France, toutes des petites superficies, toutes très peu d'emplois productifs, quasiment toutes un très fort risque communautaire, situées dans un périmètre de centrale nucléaire, avec des cambriolages qui sont importants, des vols qui sont importants, parfois une forte perte de population. Voilà, donc c'est vraiment des villes qui sont pas intéressantes. Alors je vais vous montrer d'ailleurs pendant ce temps-là les données en fait que j'ai utilisées. Alors, attendez, je reviens. Donc ça c'est les critères, on a vu ce que c'était. Donc là vous avez par exemple la population 2018, la population 2013, le pourcentage de baisse ou de hausse, la superficie en kilomètres carrés, les naissances, les décès, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant, le nombre de logements, le nombre de ménages fiscaux, la part des ménages fiscaux imposés, la médiane du niveau de vie déclaré par ménage en 2018, le taux de pauvreté. Là vous avez les emplois par type d'activité. Vous voyez en fait c'est détaillé par activité, fabrication d'équipements électriques, les machines, fabrication de matériel de transport, construction, etc. Voilà, salaire horaire net moyen, taux de cambriolage, vol avec arme, oui. C'est les données que j'ai utilisées qui sont disponibles sur les sites publics de l'INSEE. Voilà, donc ces villes qui sont pas du tout intéressantes, à part si vous voulez faire des expérimentations sociales, on apprend aussi des erreurs. Alors ce qui est intéressant, et là je pense que j'ai fait une trouvaille peut-être scientifique, c'est qu'en fait, ces villes ont des noms un peu bizarres, quoi. Vous voyez, ça donne pas envie d'habiter dans ces villes-là. Notamment, je pense que les femmes seraient pas du tout intéressées quand on leur dit est-ce que tu veux aller habiter au péage de Roussillon, à Bérennes-les-Forbars. Vous voyez, c'est pas des villes qui sont attirantes d'un point de vue
simplement de la consonance du nom de la ville. Ce qui pourrait paraître être un détail, hein. En fait, ça veut dire aussi que voilà, peut-être que les gens ils n'ont pas fait attention à comment est-ce qu'ils ont appelé leur ville. Et d'ailleurs, ça empêche surtout, je pense, de faire un nom d'habitant. Vous voyez, quand vous habitez à Stiring-Wendel, c'est comment est-ce que vous appelez les habitants. Donc en fait, il n'y a pas d'identité vraiment propre, hein. C'est pas des villes qui attirent en fait, même les entreprises, parce que chaque entreprise doit avoir une bonne image de marque et doit être implantée dans une commune qui sonne bien aussi, hein. Parce que quand on reçoit des clients, par exemple, ça fait toujours mieux de dire que voilà, vous êtes implanté à Champigny-sur-Marne plutôt qu'à Fleury-Mérogis, hein. Donc si vous avez des noms de villes qui sont un peu bizarres à côté de chez vous, bah, évitez de vous y implanter, ça pourrait comme ça en fait à terme ne pas attirer les gens, hein. Contrairement aux villes du top, hein, qui ont des noms parfois voilà, normaux ou sympas, hein. Figeac, Aubernais, Loudéac, Issoudun, Héricourt, vous voyez, c'est des noms vraiment que vous pouvez transformer en nom d'habitants qui sont normaux en fait, hein. Voilà. Donc j'en ai fini pour la présentation de l'étude. Alors j'aurais pu mettre plus de villages, mais voilà, après c'est un peu lourd, hein, en termes de présentation. Bon. En dernier sujet, avertissement quand même, évidemment, ce n'est qu'une étude qui reflète que mes opinions, que mon analyse. Vous avez aussi vos critères à vous considérer, et vous devez faire votre propre étude. Mais en tout cas, voilà, ce classement peut vous servir quand même comme sorte de base, au moins pour voir ce qui fait qu'une ville est intéressante ou pas, voilà, quels sont les critères à considérer, etc. Ça peut être un point de départ pour votre démarche et votre réflexion de localisation. Alors bien sûr, pour ceux qui me suivent particulièrement, vous savez que la localisation n'est qu'une étape, n'est qu'un petit moyen minuscule opérationnel pour augmenter vos chances de survie. Le plus important, c'est d'avoir les gens qu'il faut autour de vous. C'est d'être intégré dans une communauté, dans un groupe qui a pour but de survivre, qui a un destin qui lui est propre, hein, et surtout qui veut progresser vers le beau, vers la richesse, vers la civilisation. Voilà, c'est aussi une mentalité qu'on recherche, hein, c'est pas que simplement un emplacement. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Grégory Book. Je vous invite à mettre un commentaire, hein, si vous trouvez que il y a des villes qui n'avaient pas leur place dans le classement, si vous avez des commentaires à faire parce que vous avez vécu dans des villes, si vous avez des petites villes à considérer et à partager, voilà. Par contre, essayez de rester, s'il vous plaît, dans l'échelle de la petite ville, hein. On pourra aborder les sujets de la campagne, voire des grandes villes dans d'autres vidéos. Mais voilà. N'hésitez pas à partager votre commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.